Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis très heureux de pouvoir évoquer devant vous un autre sujet dans des conditions bien sûr un peu particulières cette année. J'avais fait une petite conférence sur la vie à la traîne au XVIIIe siècle et j'avais longuement évoqué la présence de nombreux vignerons. Et c'est justement en ressongeant à ces vignerons que j'ai proposé ce sujet, vin et château de la Traîne, pour une petite présentation qui, vous le verrez très vite, compte tenu de la richesse du sujet, ne fait que l'effleurer. Alors, la Traîne est une petite commune des environs de Bordeaux, une petite commune sans histoire, pourrait-on dire, mais qui pourtant peut s'enorgueillir d'un passé très ancien et s'enorgueillir d'avoir participé à la grande aventure du vin de Bordeaux connue dans le monde entier. Pour connaître cette histoire, on peut utiliser divers éléments, diverses sources, puisque l'historien travaille toujours avec des documents. Alors, vous avez ici à gauche un acte notarié. Les gens d'autrefois allaient très régulièrement chez le notaire, et là, il s'agit d'une querelle de succession concernant le château Pascot qui a eu lieu au cours du XIXe siècle. Sur la partie droite de l'écran, vous apercevez un terrier, c'est-à-dire un document économique d'avant la Révolution dans lequel les paysans reconnaissaient ce qu'ils devaient à leur seigneur, et il s'agit en l'occurrence d'un terrier appartenant à M. de Bourbon, aucun rapport avec la dynastie royale, mais de M. de Bourbon, seigneur de Malherbe. On utilise aussi le célèbre Ferré, qui est encore publié de nos jours, Bordeaux et ses vins, qui a commencé au milieu du XIXe siècle avec une édition extrêmement réduite et très générale, mais qui donne un aperçu des châteaux qui existaient autrefois, avec, ce qui est important pour l'historien, des mentions de production de vin. Le Ferré paraît toujours aujourd'hui, mais de manière très irrégulière. En revanche, tous les ans, les propriétaires, les viticulteurs, les vignerons devaient remettre à la mairie l'état de leur récolte, bien évidemment, pour ensuite payer leurs impôts. Et les mairies donc faisaient, comme on le voit sur le document de droite, un récapitulatif de l'ensemble des propriétaires de la commune qui étaient envoyés ensuite aux impôts. Les impôts eux-mêmes, une fois un délai passé, les remettant aux archives départementales, mais malheureusement pour nous, jusqu'en 1939 seulement. Depuis, les services des impôts ont détruit les documents en question et il n'y a plus rien aux archives. C'est pour ça qu'il est important que les archives municipales des communes conservent les extraits de ces productions, comme vous le voyez sur le petit document donc, de gauche, qui est une déclaration d'encépagement parallèle à la déclaration de récolte, qui est déposée aux archives de la commune de la Traîne. Et c'est donc désormais le seul exemplaire qui reste, puisque le double donc n'est plus aux impôts ni aux archives départementales. Les archives communales conservent également d'autres trésors. Vous avez à droite une page d'un registre de délibération du conseil municipal de la Traîne et des réunions bien évidemment importantes, par exemple au cours du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, lorsque les communes se sont emparées du problème du phylloxéra, lorsque la crise de ce parasite, n'est-ce pas, a touché les vignobles de la Gironde et de toute la France. Mais il n'y a pas que des documents d'archives pour la
de la Trenne, pour son passé, pour l'histoire de son vignoble, il y a aussi des ouvrages. Alors, il y a encore à l'état manuscrit, mais il est question de le publier prochainement par les éditions de l'Entre-deux-Mers, un énorme volume manuscrit de Léo Drouin, qui est conservé aux archives municipales de Bordeaux. Vous avez une page à gauche de la diapositive, un ouvrage de plus de 500 pages qui fait l'état de tout ce que Léo Drouin, historien passionné d'histoire locale, a pu retrouver sur la commune. Espérons donc que ce projet se réalise rapidement. Et puis vous avez aussi un certain nombre de travaux universitaires, et l'un des plus récents, même s'il commence à dater de 1993, mais bon, c'est le mieux écrit sur le sujet, un ouvrage donc de Daniel Thomas sur Maison de campagne à Bouillac et la Trenne de 1750 à 1850, qui nous donne une foule d'informations. Mais elle est ciblée sur quelques propriétés, comme nous allons le faire nous aussi. Alors la Trenne, donc, c'est une paroisse, donc un petit village des environs de Bordeaux, comme on le voit ici sur cette carte de Cassini, une belle carte du royaume de France au XVIIIe siècle. Une commune, une paroisse qui à l'époque est partagée en deux morceaux. La partie nord, en fait, avec Bouillac et une partie de Carignan, était sous le contrôle de la ville de Bordeaux, tandis que la partie sud de la paroisse, avec le château, était la seigneurie des seigneurs de la Trenne, des capitaux de la Trenne, la famille Lecomte, qui a fait bâtir l'immense château qui appartient aujourd'hui donc à l'école aéronautique. Mais le sud-ouest possède aussi une autre carte encore plus précise. La carte donc de Bélême que vous avez ici, en extrait, centré sur la paroisse de la Trenne, dont on voit les limites en petits pointillés, avec Carignan au nord-est, ici au sud, avec Camblane. Et on aperçoit très bien la vallée, n'est-ce pas? On aperçoit le coteau et le plateau. Et vous remarquerez qu'il y a des petits symboles qui occupent tout le terrain qui est entre le coteau et la Garonne. Ces petits symboles représentent les vignes. Donc on voit très bien que toute la vallée alluviale était occupée par les vignes. Du port d'Arcin au port de l'Homme. Et regardez également, vous voyez, sur les coteaux, l'importance, l'omniprésence de la vigne. Ce qui expliquait, je vous l'avais dit la dernière fois, donc, le grand nombre de vignerons que l'on trouvait dans la paroisse. Il faut dire que donc, le paysage géologique est tout à fait favorable et caractéristique de toute la région. On voit bien ici, vous l'apercevez, la Garonne, avec l'île d'Arcin, et ici, tous ces dépôts alluviaux déposés pendant des millénaires par la Garonne. On aperçoit se jetant dans le fleuve la rivière de la Pimpine, on voit bien son tracé dans les plateaux, et on aperçoit effectivement les grands plateaux argilo-calcaires de l'Entre-deux-Mers, sur lequel, n'est-ce pas, a pu s'épanouir la vigne, tant sur la partie haute que sur la partie pentue. Cette vigne, elle était donc extrêmement variée, extrêmement nombreuse. Aujourd'hui, on peut dire que les châteaux viticoles de la Trenne se comptent sur les doigts d'une main. Mais voici ici quelques-uns, je dis bien quelques-uns, des domaines qui vendaient, qui produisaient leur vin, notamment au début du XXe siècle. Le château de la Trenne avait sa propre production. Le château, domaine, clos de La Ferrade, Pascot, Malherbe, Matteville, Gassy, ici en photo, Tannès, L'Artigote, Souquet, le château du Casse, en face de la Poste aujourd'hui, Saubiol, Bigné-Mattevieille, Pardaillan, le domaine des Augustins, Bernichon,
Houlon, La Salargue, aujourd'hui salle municipale, Gauvry, étaient donc des propriétés viticoles. Et leurs propriétaires, les familles, eh bien, achetaient, produisaient et vendaient leur vin. Il y a donc une multitude de domaines dont beaucoup ont disparu et vous ne trouverez pas leur vin, n'est-ce pas, dans votre cave. On trouve parfois, bien sûr, quelques étiquettes un peu anciennes, bon, il y a d'autres plus récentes, mais voilà, vous en voyez quelques-unes que vous reconnaissez. À gauche et à droite, donc, l'ancienne et la nouvelle étiquette du château Pascot. En haut, une étiquette du château Gassy. Puis vous avez le clos d'Esclos de M. Gassiot, le château de Vertamont, propriété en 1985 de Christian Cancard, le château Valrose et bien d'autres, n'est-ce pas, que l'on peut éventuellement trouver lorsque l'on fait les antiquaires. Ces propriétaires, ils étaient extrêmement nombreux. Alors, deux indications, deux sources complémentaires qui ne disent pas tout à fait la même chose, mais qui quand même montrent l'importance de la propriété viticole à la Trenne autrefois. Vous avez d'abord le Ferré. Le Ferré, je vous l'ai dit, donc il paraît de manière irrégulière et qui donne la liste des grands propriétaires de la commune et ensuite mentionne un certain nombre d'autres petits propriétaires. Si on se place, voyez, en 1886, il y a à peu près plus de 110 propriétaires qui sont recensés par le Ferré. Et si l'on se place à l'édition de 1949, on se retrouve plutôt au niveau de 70. Donc il y a une baisse. Mais le Ferré n'indique pas tous les propriétaires. Tous les propriétaires, on les trouve dans le document fiscal remis à la mairie, toutes les personnes qui déclarent. Or, en 1906, il y avait 214 propriétaires viticulteurs. Alors certains, bien sûr, avec des tout petits lopins, et d'autres plusieurs hectares. Mais on voit bien qu'à l'édition de 1939, eh bien, on est à peu près à 170. Il y a une baisse, et vous voyez avec 2010, bien sûr, aujourd'hui, on est à moins d'une dizaine. Et ce n'est pas, je dirais, caractéristique de la Trenne, mais on retrouvait la même chose pour Bouillac, pour Carignan, pour Artigues, toutes les communes des environs. Mais si on regarde le plan du cadastre des années 1950, on voit bien encore ici, par ces petits points, l'importance que représentait encore la vigne sur le plateau, mais également aussi, vous voyez, au niveau du château de la Trenne, même si ici il reste bien évidemment la propriété de l'INRA. Mais il y avait encore, juste après la guerre, une part importante de vignobles. Aujourd'hui, quand on regarde la même carte, eh bien, on constate que la part de la vigne reste extrêmement limitée. On la voit essentiellement, vous voyez, au niveau donc de Malherbe, de Desclos et de Pascot, et puis de quelques autres endroits sur la commune. Et inversement, par contre, vous voyez la multitude de petits points noirs qui montrent les maisons et l'urbanisation qui a caractérisé la commune, comme tous les pourtours de Bordeaux depuis la guerre. Alors, je m'intéresserai plus particulièrement ici à deux châteaux sur lesquels j'ai pu mener quelques recherches. À gauche, donc, vous avez le nouveau château Pascot et à droite, donc, vous avez le château Malherbe. Deux châteaux, alors, dont l'origine du nom est plus ou moins certaine. Le château Pascot tire vraisemblablement son nom d'un des premiers propriétaires dont j'ai retrouvé la trace à la veille de la Révolution, Monsieur Gressé-Pascot, donc a dû vraisemblablement donner son nom à la propriété, comme c'était l'usage à l'époque. Quant au château Malherbe, la légende, plus ou moins assurée, pas vraiment confirmée par les archives, mais sans être infirmée, fait référence à un chevalier, Guillaume de Malherbe, qui aurait vécu à la fin du XIVe siècle. La famille de Malherbe étant connue pour une famille importante de Normandie, peut-être une branche, est-elle venue à l'occasion de la guerre de Cent Ans
s'implanter dans le sud-ouest. Mais rien de sûr. Alors, si je m'intéresse au château Pasco, que vous avez ici représenté sur le plan cadastral de Napoléon, et on reconnaît bien donc les chemins, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec les lieux-dits qui restent encore, Saubiol, tous les habitants de la Trenne connaissent, eh bien, cette propriété, qui est à peu près située ici, était donc la propriété d'un monsieur Pasco, qui était donc bourgeois de Bordeaux, et qui, au début de la Révolution en 1790, l'a vendu à monsieur Rivière. Et monsieur Rivière, donc, est devenu l'acquéreur de cette propriété. C'était un tonnelier, et donc bien évidemment par son métier, il s'intéressait à la production viticole. Il avait donc plusieurs frères, mais aussi donc plusieurs neveux. Enfin, résultat, toujours est-il que le domaine reste la propriété de la famille sans aucun problème pendant une trentaine d'années jusqu'en 1824. En 1824, il y a un partage entre 5 frères et sœurs, et à ce moment-là, la propriété est démembrée. Et chaque morceau, je dirais, va vivre sa vie. Le plus gros morceau va être racheté à partir de 1843 par un maréchal ferrant de la Trenne, Jean Driol. Et ce Jean Driol va patiemment, tout au long de sa vie, vous voyez, il meurt en 1889, reconstituer le domaine, c'est-à-dire racheter les petites parcelles aux personnes, aux descendants de ceux qui avaient bénéficié du partage en 1824. Et à la fin du XIXe siècle, le domaine est reconstitué. Et c'est lui qui, vraisemblablement, a fait construire la bâtisse, la belle bâtisse bourgeoise, connue sous le nom de Château Pasco, donc qui est tout à fait d'un style un peu composite de la fin du XIXe siècle. Le domaine reste dans sa famille, puis il passe donc à son fils Jean, qui meurt à la fin de la guerre 14-18, puis à la petite fille Jeanne Driol, qui va se marier avec M. Ferraud, et cette Jeanne Driol va vendre donc le domaine en 1929 à la famille Lacaze. La famille, et à partir de ce moment-là, le château va changer de main assez régulièrement. La famille Lacaze, qui va continuer à faire quelques petits achats, va la vendre à M. Pandariès pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1941. Et ce M. Pandariès va vendre le château Pasco à Alban Borde en 1961. Donc bien évidemment, tous les habitants de la Trenne, en tout cas du moins les anciens, connaissent, ont connu, ont entendu parler d'Alban Borde, qui a été maire de la commune pendant une trentaine d'années, qui était un homme énergique, avec beaucoup de personnalité, qui a vraiment mis sa marque sur la commune, qui avait joué un rôle très important pendant la résistance, parce que voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait une vingtaine d'années, il avait animé un réseau de résistants, il était connu sous le nom de Georges, donc il avait vraiment joué un rôle très très important, et il avait permis d'ailleurs de tisser un certain nombre de liens, et expliquer cet engagement dans la résistance, expliquer en partie, bien évidemment, son engagement auprès du général de Gaulle après la guerre. Donc c'est lui qui, en 1961, achète la propriété à Pandariès, va donc s'installer dans la belle demeure qui est en face des vignes, et qui va donc progressivement augmenter la production. On le voit ici sur ces courbes de la production de vin rouge d'appellation Première Côte de Bordeaux. Elles sont un peu incomplètes, mais bon, elles sont tirées des archives communales de la Trenne, puisque depuis la guerre, il n'y a plus rien aux archives départementales, donc il y a parfois quelques manques. Mais on peut suivre, vous voyez, des années 60 aux années 80, eh bien l'augmentation, puisque d'à peu près 50 hectolitres lors de l'acquisition, on passe à une production qui est quand même toujours à peu près autour de 200 hectolitres. Donc une belle production et un vin de première côte tout à fait apprécié. Et puis eh bien, 1990, dernier changement, je dirais, de propriété, c'est la famille Doherman qui va se rendre acquéreur
du domaine donc, de Pasco. M. Borde est déjà un peu âgé, il se retirait progressivement. Il se trouve que parmi son conseil municipal, il y a son adjointe, Nicole Lohermann, et donc elle va, je dirais en quelque sorte, renouer avec la tradition familiale. Et cette histoire, et on va le voir aussi, une histoire tout à fait un peu extraordinaire de ces deux châteaux que je présente, c'est l'origine, si vous voulez, de la famille, donc famille d'Ohermann-Jung, qui est une famille donc, de pieds noirs, originaire d'Algérie, d'Afrique du Nord, mais qui, à l'origine, vient d'Allemagne, et pas d'Alsace comme on pourrait le penser, notamment la famille Jung. La famille Jung, elle vient de la Rhénanie, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, qui avait été française pendant la période de Napoléon. Et la région est quand même au XIXe siècle relativement pauvre. Un certain nombre d'Allemands décident de partir, de s'expatrier. Beaucoup vont en Amérique du Nord, d'autres vont en Amérique du Sud, et certains se font berner par des escrocs qui leur promettent monts et merveilles. Et Charles Jung, comme des centaines d'autres paysans allemands, croit pouvoir aller faire fortune au Brésil. Il paye cher la traversée, il se retrouve à Dunkerque, et là, pas de bateau, rien. Ils sont là, avec leurs valises, que faire? Et donc le gouvernement français qui se retrouve, nous sommes sous Louis-Philippe en 1846, que faire de ces centaines de migrants allemands qui sont coincés à Dunkerque? Eh bien, on fait la conquête de l'Algérie, eh bien, on va décider de les envoyer coloniser l'Algérie. On va leur donner des lots et ils vont s'implanter dans la région de l'Ourbel, dont vous avez ici une photographie. Et là, donc, ils vont s'implanter, créer des villes et développer donc cette région. Arrive ensuite la guerre d'indépendance de l'Algérie. Une partie de la famille va rester sur place, oui, après 1962, ce n'est pas le cas habituel, mais ils vont rester une dizaine d'années sur place, notamment Nicole et Frédéric, les acquéreurs du château, parce qu'ils sont dans l'enseignement, et qu'au départ, donc, ils sont maintenus par le gouvernement algérien indépendant, jusqu'à un changement politique intérieur qui fait que les derniers Français, quasiment restés sur place, sont renvoyés au début des années 1970. Et pourquoi arrive-t-il à la traîne? Eh bien parce que du temps de l'Algérie française, un de leurs parents avait été maire de Lourmel et avait entretenu des liens étroits avec le maire de Quinsac. Et donc, une partie de la famille s'était repliée dans les environs de Bordeaux, et quand donc Nicole et Frédéric sont renvoyés, eh bien c'est tout naturellement qu'ils viennent dans la région bordelaise où ils vont être nommés, lui au lycée Camille Jullian et elle à l'école primaire de la Traîne. Et depuis, donc, eh bien, ils ont repris le flambeau, ils ont renoué un peu avec l'activité viticole de leurs ancêtres, et leur fils Franck et son épouse Aline ont repris donc le flambeau et exploitent la propriété, qui reste une des dernières finalement de la Traîne. Elle maintient, si vous voulez, la tradition de la cour. Il a fallu, bien sûr, pour ce faire, moderniser l'exploitation, acquérir des cuves, des barriques. L'activité viticole est de plus en plus performante et la compétition est rude. Pour se maintenir, il faut être toujours à la pointe du progrès, s'améliorer. On retrouve un petit peu la même chose pour l'autre château que je voulais vous présenter, le château Malherbe, qui lui a un style lui aussi un petit peu composite, reconstitution un peu à l'ancienne du 19e siècle, situé non loin d'ailleurs du château Pasco. On est là sur le plateau, avec justement de belles pentes qui, comme vous le voyez sur la photo, permettent un bon ensoleillement pour la production de vin, et donc là aussi une propriété qui a changé régulièrement de main.
Donc je vous l'ai dit, au Moyen-Âge, on peut être la famille de Malherbe, Guillaume de Malherbe. Puis la documentation reste inaccessible, elle existe peut-être aussi ou là dans les archives, mais c'est souvent un petit peu difficile de la retrouver. On retrouve trace, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec le terrier du règne de Louis XIV, avec M. de Bourbon, mais qui n'appartient pas du tout à la famille régnante du royaume, qui va céder ensuite la propriété à la famille Lestrille, qui est une grande famille de négociants bordelais, anoblis sous le règne de Louis XIV, qui vont donc avoir cette belle propriété de campagne. Et le château reste dans les mains de cette famille un certain temps, passe à la famille Dumirat par mariage. Dumirat épouse à la fin du XVIIe siècle une fille Lestrille, et puis au milieu du XVIIIe siècle, le château est vendu à la famille de la Martoni, qui vont rester propriétaires pendant près de 80 ans, qui vont traverser la période révolutionnaire avec pas trop de difficultés. Monsieur de la Martoni reste sur place. Alors il a quelques ennuis avec les autorités parce qu'un de ses fils a émigré et donc est considéré comme contre-révolutionnaire, mais finalement il arrive, donc il n'est pas guillotiné, même si au château de la Traîne, le grand château qui surplombe la vallée, était installé un groupe de montagnards particulièrement redoutés dans le secteur. Et puis avec Bonaparte, c'est la réconciliation, c'est le retour de ceux qui ont émigré, le fils et le père s'arrangent, et donc le château reste à la famille de la Martoni, et puis elle va être là aussi vendue à la famille Nérac, grande famille du négoce bordelais également. Par les Nérac, par mariage, elle va passer à la fin du XIXe siècle au comte de Gahalon. Les productions qui apparaissent dans Ferré de vins de Malherbe sont la propriété, sont les vins de Monsieur de Gahalon, qui va, dans les années 20, vendre la propriété à la famille Samouillan. Et nous retrouvons aussi une autre aventure tout à fait extraordinaire, de même que les Young, Doermann était venu de Rhénanie, n'est-ce pas, puis ensuite par l'Algérie, les Samouillans nous amènent dans l'océan Indien, à l'île Maurice. C'est une famille de l'île Maurice, Monsieur Samouillan, propriétaire de grandes plantations de sucre, sucre de canne, qui va faire la fortune de la famille. Alors, pourquoi Bordeaux? Pourquoi la France? Bon, il y a des liens anciens entre la France et l'île Maurice, mais M. Samouillan était venu faire ses études à Bordeaux. Il avait épousé une jeune femme girondine, donc il était prédisposé, je veux dire, à s'installer à Bordeaux, et il va faire fortune en vendant du sucre, d'énormes quantités de sucre à la France en guerre. Parce que pendant la guerre de 14-18, l'armée allemande occupe le nord de la France, la Picardie, le nord, qui est la grande région de production de la betterave sucrière. Donc, plus de betterave sucrière, plus de sucre. Les Antilles ne suffisent pas. Eh bien, il faut du sucre de l'océan Indien. C'est ce qui va permettre à M. Samouillan de faire fortune et puis d'investir une partie de sa fortune dans la terre. Et le château de Malherbe est à vendre. On est à proximité de Bordeaux. Le cadre, quand même, vous connaissez le château de Malherbe, le cadre est particulièrement agréable, avec une très belle vue, une très belle propriété. Et donc, la famille Samouillan va s'installer sur place, donc sur la commune de La Traîne. Et puis là, donc, elle a la petite fille de Louis-Joseph Samouillan, Jacqueline Lénier, que vous avez ici en photo à droite, va épouser donc l'ingénieur Jacques Fritz, et c'est eux qui, finalement, dans les années 80, vont se retrouver à la tête de la propriété. Voilà, Madame Fritz, il y a quelques années au milieu de ses vignes, quand je travaillais sur son château. Et puis, l'âge venant, monsieur et Madame Fritz ont cédé à la famille Sancier en 1997, qui a confié quelques années donc,
l'exploitation viticole à Monsieur Monceau, et vous avez ici une petite photo récente qui montre encore des travaux d'aménagement, comme je vous le disais, qui montrent que effectivement l'activité viticole est une activité qui nécessite des investissements réguliers pour pouvoir se maintenir. Donc finalement, vous voyez que l'histoire de deux châteaux nous amène dans l'océan Indien, nous amène en Algérie et en Allemagne avec des espoirs de Brésil. Mais je dirais peut-être trouverait-on encore d'autres aventures extraordinaires dans les autres châteaux, puisque comme je vous le disais, il y en avait plusieurs dizaines, mais je dirais que ce sera l'objet de recherches ultérieures. Ces propriétaires, donc aujourd'hui, ils doivent travailler d'arrache-pied. Alors la propriété, donc Pasco, le domaine de Pasco, eh bien, aujourd'hui produit un peu moins. Vous voyez, à peu près une centaine, on est autour d'une centaine d'hectolitres par an, au lieu de 200 du temps de M. Borde, parce que Nicole et Frédéric de Hermann, qui à force de circuler dans toute la France pour aller dans des salons d'exposition, pour vendre leur vin, faire connaître leur vin, c'est une petite propriété. Tous les petits propriétaires aujourd'hui multiplient la participation au salon pour obtenir des médailles et se faire connaître. Eh bien, c'est un travail qui est relativement fatigant, et ils ont cédé, je vous l'ai dit, la propriété, le travail de la propriété à leur fils Franck, mais celui-ci a une activité professionnelle par ailleurs, un laboratoire, et donc il ne peut pas se consacrer autant, et il a donc réduit la superficie de la vigne, et il donc a réduit la production. On pourrait retrouver cela dans d'autres châteaux donc, du secteur où bien, les propriétaires exercent une double activité, ce qui est bien évidemment pour eux une charge particulièrement difficile. Il faut se faire connaître, il faut trouver tous les moyens pour attirer. Alors faire des publicités, vendre son vin, louer des chambres d'hôtes, faire des journées. Là, à droite, vous avez une photographie qui représente une petite exposition au château Malherbe de produits régionaux. Il faut se diversifier, notamment vers le no-tourisme, qui prend une place de plus en plus importante au niveau donc, des propriétés, surtout donc, des petites propriétés qui ont besoin de se faire connaître dans un marché extrêmement concurrentiel où le nombre de producteurs est très vaste. Mais je voulais par cette petite conférence rendre hommage justement à ces propriétaires viticulteurs qui aujourd'hui encore résistent finalement et maintiennent dans un certain nombre de communes des pourtours de Bordeaux la tradition viticole, alors que l'urbanisation a totalement transformé le paysage. Je vous remercie de votre attention, et peut-être une autre fois vous parlerai-je d'autres propriétés, d'autres histoires concernant la Trenne. Merci.